Bonjour. Donc, après avoir représenté notre installation par les quatre éléments principaux, compresseur, condenseur, détendeur et évaporateur, on a dit que la haute pression est indiquée par un manomètre de la haute pression sur lequel vous pouvez lire non pas seulement la pression, mais vous pouvez aussi lire la température de condensation pour celui de la haute pression et la température d'évaporation pour celui de la basse pression. Donc, ces manomètres, comme vous pouvez le constater, peuvent être utilisés pour l'air 134A et le 404A. Passez au diagramme enthalpique. Ce diagramme du fluide R134A si l'installation utilise l'R134A. Donc, voilà le diagramme. Sur le diagramme, on peut lire la pression absolue, alors que sur le manomètre, les manomètres indiquent une pression relative à laquelle il faut ajouter, avant de la porter sur le diagramme, il faut ajouter une pression, la pression atmosphérique. Si par exemple la pression indique 0, il faut porter un bar sur le diagramme. Donc, sur le diagramme, on peut lire sur cet axe les pressions. Sur l'axe des abscisses, on peut lire l'enthalpie en kilogrammes, en kilojoules par kilogramme, c'est-à-dire la quantité de chaleur échangée lorsque le fluide passe, 1 kg du fluide passe d'un état, d'un point à un autre. Voilà, donc la variation d'enthalpie est indiquée sur cet axe. Sur le même diagramme, on peut distinguer la zone liquide, la zone du mélange et la zone vapeur. Ils sont séparés par la zone de saturation, c'est la courbe de saturation. Lorsque le fluide passe de l'état liquide à l'état vapeur, il doit passer par cette phase d'évaporation. Dans ce sens, c'est-à-dire dans l'évaporateur, il va passer de l'état liquide à l'état vapeur et le pourcentage de l'état de liquide va diminuer jusqu'à atteindre 100% de la vapeur. Voici les isotitres qui indiquent le pourcentage du fluide, du liquide et de la vapeur. Donc ici c'est 100% liquide, ici c'est 100% vapeur. Voilà. Donc les isobars qui sont situés sur la même pression, les isothermes qui sont situés sur la même température, vous pouvez constater que les isothermes évoluent de cette manière et lorsqu'ils entrent à cette zone de mélange, de changement d'état, la température va rester constante. On l'a déjà dit que le changement d'état physique, il est caractérisé par une constance de température et un changement de l'état physique. Ici, le passage de l'état vapeur à l'état liquide, c'est-à-dire la condensation. Ici, se refroidissement. Donc, le passage de l'état liquide à l'état vapeur va passer de cet état, il est caractérisé, il va passer par cette zone, il est caractérisé par une constance de température et un changement d'état de l'état liquide à l'état vapeur. Voilà les isothermes, les
Voilà les isotropes. Les isotropes sont indiqués par les courbes S de l'entropie. Donc, la compression, théoriquement se fait sous les isotropes. Mais on va voir que pratiquement, il y a une petite différence à cause de l'échange de chaleur avec l'extérieur dans les conduites ou bien dans le compresseur. Les isotropes. On peut lire aussi d'autres valeurs, la température critique. Voilà, supposons maintenant que la basse pression indiquée par le manomètre de basse pression est 0. 0 relative. Et le fluide frigorigène est l'air 134A. Donc on peut lire la température qui correspond à ce fluide sur les valeurs en couleur bleue, c'est-à-dire moins 30. La température qui correspond, ou bien la température d'évaporation est moins 30 degrés. C'est la même chose que nous allons trouver sur le diagramme enthalpique. Donc on a dit que la pression est 0 relative, c'est-à-dire 1 absolu. Elle va correspondre à moins 30. Moins 30. Donc la température d'évaporation du fluide frigorigène va rester constante durant toute la période d'évaporation, c'est-à-dire moins 30 degrés. Donc dans les serpentins de l'évaporateur, à l'intérieur du serpentin de l'évaporateur, la température va rester constante tout le long de l'évaporation. Donc on appelle température d'évaporation. Lorsque le fluide est totalement passé à l'état vapeur, il va se surchauffer et sa température va augmenter. Il ne va plus être constante, il va varier. Supposons maintenant que notre installation, le manomètre de haute pression indique une pression de 9 bars. Cette pression correspond à une température de presque 35 degrés Celsius pour 134A. Ça veut dire que la condensation se passe à 35 degrés. Le fluide frigorigène qui va sortir du compresseur à une température supérieure, il va subir une désurchauffe qui va continuer même dans le condenseur jusqu'à atteindre une température de 35 degrés. Là, on va voir apparaître la première gouttelette du liquide. C'est la même chose sur le diagramme. On a dit que la pression était 9 bars. On va y ajouter 1 bar de la pression atmosphérique et on va tomber sur cette température qui est voisine de 35-37 degrés. Donc, tout le long, le passage dans le condenseur, le fluide frigorigène va subir une désurchauffe. Lorsqu'il va entrer lorsqu'il va atteindre la température de 35, 36 ou bien 37 degrés, là on va voir apparaître la première gouttelette du liquide et la température va rester constante. Le fluide va céder de la chaleur pour se transformer en liquide. Là, on va voir la température qui va varier. On aura un sous-refroidissement. Merci. La prochaine séance, on va démarrer notre installation
du labo froid pour relever les différentes pressions et températures pour représenter notre installation sur le diagramme. N'oubliez pas que c'est une représentation du cycle, c'est un circuit simple représentant les éléments principaux pour une installation mono-étagée. On va voir l'installation bi-étagée, comment ça fonctionne. Donc, pour résumer, sur un diagramme enthalpique, on trouve des axes de la pression en bas, la pression absolue, et l'enthalpie en kilojoules par kilogramme, la courbe de saturation. Donc on peut présenter notre installation en dessinant, ou bien en représentant l'isobar de la basse pression, c'est-à-dire il faut lire la basse pression, il faut ajouter la pression atmosphérique, l'autre isobar de la haute pression qui est indiqué par le manomètre de la haute pression. La même chose, il faut ajouter un bar parce que le manomètre indique la pression relative. Ici, on doit porter la pression absolue. Donc, pour commencer, le compresseur aspire du point 1, il aspire de la vapeur au côté, dans la zone vapeur, il va comprimer le fluide frigorigène de la basse pression à la haute pression en suivant l'isentropes théoriquement, les isentropes de 1 à 2 pour ensuite aller vers le condenseur où le fluide frigorigène va passer à l'état liquide, de l'état vapeur à l'état liquide. Ici, c'est l'apparition de la première gouttelette qui correspond à la température de condensation. Donc, la désurchauffe, la condensation, ici c'est 100% liquide, où le fluide frigorigène va se refroidir jusqu'au détendeur, le point 5. Le point 5 où il va subir une détente isenthalpique, c'est-à-dire sans variation d'enthalpie. Sans variation d'enthalpie. De 5 à 6. Donc une détente isenthalpique, le fluide frigorigène, la pression du fluide frigorigène va chuter de la haute pression à la basse pression. Ensuite, le fluide frigorigène va s'évaporer dans l'évaporateur. C'est ici que le fluide frigorigène absorbe de la chaleur à la chambre froide. Donc, ici l'évaporation du fluide frigorigène. Ici, l'évaporation à 100% vapeur. Le fluide frigorigène va sortir d'ici à 100% vapeur pour continuer sa surchauffe. Il va se surchauffer. Cette phase, on va l'étudier en détail parce qu'il est très nécessaire pour le fonctionnement, le réglage de la surchauffe pour un détendeur. On va voir ça après. Donc, voici le cycle frigorifique, la compression, la désurchauffe, la condensation, le surrefroidissement, la détente et l'évaporation et la surchauffe et le cycle recommence. N'oubliez pas que le diagramme
de Moller ou bien le diagramme enthalpique pH représente l'évolution d'1 kg du fluide frigorigène. La séance prochaine, on va démarrer notre installation pour relever les paramètres réels et les représenter sur le diagramme